la structure virtuelle sur la structure réelle. Et donc après ça nous permet d'animer tout ça. Voilà, après décollage, bref. Un petit projet justement en collaboration avec Patrick Bouchin à Saint-Denis où il nous a proposé dans un jardin archéologique et donc une bâtisse du XIVe siècle qu'il s'agissait de couvrir pour la rendre accessible au public. Donc on a fait ce projet qui s'appelle One Up Mushroom. L'idée c'était de One Up, c'est en référence un peu c'est un gros jeu de plateforme dans lequel vous pouvez circuler dans le bâtiment, traverser l'intérieur, passer sur le toit, passer au-dessus du fêtage. Un gros jeu de plateforme un peu comme Mario Bros. Et du coup, c'est en référence à la fois à Mario Bros et à l'île mystérieuse de Tintin. Et du coup, c'est un gros champignon psychédélique qui vient coiffer un bâtiment historique. C'est le genre de situations qui sont rendues possibles justement par Patrick Bouchin et tout son réseau et toute sa manière de faire qui arrive à faire passer ce genre de propositions au niveau politique, et parce qu'on est à 20 mètres de la basilique de Saint-Denis dans un quartier très protégé, et ce genre de projet ne peut passer politiquement et au niveau des architectes des bâtiments en France que parce qu'on est dans le cadre d'architecture éphémère, mais sauf que ce projet va rester, il est annoncé pour plus de 10 ans. Mais c'est le cadre qui nous permet de réaliser ce genre de choses. Donc One Up Mushroom, simplement parce que dans Mario, quand vous attrapez un champignon, celui qui est vert, vous gagnez une vie supplémentaire. Et là, c'était un peu l'idée de donner une vie supplémentaire à ce bâtiment pour le transformer en chantier archéologique, pédagogique, ouvert au public, pour les enfants des écoles, etc. Donc c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Dernier projet, un restaurant sur l'île Seguin, un projet qui, donc ça c'était aussi une commande publique, un appel d'offres public et pour un restaurant éphémère donc, au milieu d'un jardin. Donc c'était un projet qui permettait d'en renouveler un peu avec mes amours du jardin. Un jardin éphémère fait par Michel Desvignes, et donc c'est l'idée d'une architecture montable-démontable qui peut donc disparaître assez facilement avec un gros coefficient de recyclabilité. Toute la structure est encore une fois en échafaudage standard. L'enjeu c'était aussi de réaliser une architecture aux normes d'accessibilité publique en échafaudage, chose qu'on n'avait jamais réussi à mener vraiment à bien avec existe en termes de réelles normes, etc. Parce que là, évidemment, pour faire ça, on ne peut plus autoconstruire. On est obligé de faire appel à des entreprises qui certifient les normes de montage, etc. etc. Voilà, donc c'est un mix, c'est un hybride entre la cabane de chantier, la péniche de fret, la cabane en bois, la serre agricole. Et puis aussi, comment ça se passe au niveau de l'organisation sur des projets comme celui-ci. Nous, on est une toute petite, un tout petit label. On est donc moi, François, on a une assistante en permanence, et après on travaille avec des freelances, notamment sur ce projet, c'est Stéphane Grimard, qui va s'installer à Montpellier d'ailleurs, qui va s'installer à Montpellier bientôt, qui nous a épaulé. Donc Stéphanie qui faisait aussi partie qui a mené beaucoup d'aventures au sein d'Exist avec nous, et qui a donc suivi toute la phase de chantier de cette ovni architecturale. Et je tiens aussi à remercier son mari de photographe qui est Brice Pelleski, qui nous a fait beaucoup d'images que vous avez pu voir aujourd'hui. Voilà, celle-ci aussi. C'était la fête d'ouverture avec Étienne de Crissy qui est venu mixer pour l'ouverture et l'inauguration du restaurant. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bon, donc on en a préparé quelques-unes, parce que nous, on est intéressés. Alors moi, ça sera pour 2024. Est-ce que vous êtes dirigé vers ces installations parce que vous préférez tout ce qui est éphémère plutôt que durable? Il a dit. Oui, c'est sûr que il marche, hein, je sais pas. Ouais. Comme tu as pu le voir, effectivement, c'est le territoire d'éphémère, un territoire qui est bien plus cher que celui de l'architecture pérenne, mais c'est surtout parce que je pense qu'au travers de ce cadre-là, on peut
on a un champ d'expérimentation plus grand et une liberté bien plus grande que dans l'architecture pérenne, etc., qui est très très normée, qui est très contraignante et difficile à mettre en œuvre. Je pense qu'en architecture pure, il y a 5% de réelle conception, de construction pour peut-être 1% de réussir à faire ce qu'on a conçu et ce qu'on pense aux normes, etc., etc. Donc c'est vrai que le territoire de l'éphémère, pour nous, c'est un champ d'expérimentation plus grand. J'aurais une question pour... Est-ce que vous aviez aussi le boulot alimentaire au début, comme vous faisiez des images? Est-ce que vous aviez aussi un taf comme ça pour commencer? Alors ça c'est très important parce que quand on a montré ce travail-là, etc., souvent on a l'impression que c'est super, c'est facile, c'est simple. Donc le premier truc de dire c'est que déjà c'est très compliqué, à la fois tout ce qu'on vous a montré, mais aussi d'arriver justement à trouver les modèles économiques. Et ce que disait Pierre par exemple sur le fait de s'inventer des outils, ça c'est quelque chose de très important. Et nous, quand on a commencé en sortant de l'école, c'est le moment où les images de synthèse vraiment arrivaient, et c'était l'explosion, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'agences qui ne savaient pas encore s'en servir, qui n'avaient pas les ressources en interne pour faire ces images-là, et du coup on a pu être sur ce créneau-là. Nous on en a fait pendant à peu près 4 ans, et ce qui était très très important, c'est qu'en très peu de temps, ça arrivait à nous financer un mois de salaire, et à côté de ça, on pouvait passer des semaines à faire des dromadaires et des ballons zèbres, sur lesquels on ne gagnait aucun argent. Donc nous, je crois que les 10 premières installations, l'ensemble du budget allait dans l'installation. Parce qu'à côté, on avait trouvé ces astuces-là. Après, il y a d'autres astuces, il y en a qui sont enseignants dans les écoles, il y en a qui développent d'autres produits ou d'autres choses. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, de se dire, à la fois inventer le métier qu'on a envie de faire, c'est une chose, mais aussi inventer les conditions économiques qui permettent de le faire. Et, voilà, nous, après, par ailleurs, on a travaillé sur la question de notre site web, en se disant, ben voilà, nous on a besoin de cet outil-là, ben plutôt que de se le payer, se le faire que pour nous, ben du coup on a travaillé avec un développeur, on a conçu un outil web, qu'ensuite on a pu revendre à d'autres agences d'archi qui avaient exactement les mêmes besoins que nous, et du coup c'est des petites économies, mais en même temps ces économies-là permettent aussi des fois d'avoir de la liberté. Donc ça c'est vraiment important, je pense, de le dire pour pas se tromper non plus sur la complexité de faire les choses. Et, voilà. Et par rapport à ça, je pense que moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait d'un de mes enseignants en dernière année, qui me disait, quand on lui donnait, bon mais maintenant on est diplômé, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, et il nous disait, ben, en fait il y a trois grands chemins, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y en a un, c'est que vous allez travailler en agence, donc vous allez faire de l'expérience, vous allez apprendre beaucoup de choses, voilà, et puis au bout d'un moment vous en aurez peut-être marre, peut-être que 10 ans après vous aurez envie de faire autre chose, et puis vous ferez votre chemin. Ça ne nous intéressait pas parce que nous on n'était pas très intéressés par l'architecture en fait. Bizarrement, je pense qu'on partage aussi ce penchant-là, c'est qu'on a adoré les études d'architecture dans l'école, et ensuite on a eu envie de faire autre chose, peut-être pour y revenir maintenant, parce que c'est aussi très intéressant, mais en tout cas, voilà. Donc soit vous allez au sein d'agence, soit vous avez des parents riches, une famille, un héritage, machin, et puis vous pouvez monter, visser votre plaque, et puis attendre 2 ans, 3 ans d'avoir peut-être une petite réhabilitation, ou faire une cabane au fond du jardin pour votre tante. Voilà, ça c'est notre modèle économique, mais il faut avoir un héritage ou des fonds, ou gagner auto, etc. C'était pas non plus notre cas. Soit troisième option, vous inventez les conditions de votre accès à la commande. Et là, c'est-à-dire que c'est cette voie-là qu'on essaie de chercher, c'est de se dire comment on peut arriver avec notre bâton de pèlerin à aller convaincre une ville, convaincre une entreprise, convaincre un investisseur potentiel à faire un projet, à donner sa chance à des gens, etc. Donc je pense que alors je pense qu'il y en a encore d'autres à inventer, et ce qui est très important, c'est, là ce qu'on vous montre, c'est vraiment aussi le thème des conférences, et après, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous, tous les jours, on se demande, et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, aujourd'hui, on voit le parcours, et on se dit, quand on le raconte, on a l'impression que c'est hyper fluide, etc., mais c'est quand même très compliqué. Voilà. On pense que c'est important d'avoir de les partager, pour aussi que ça puisse donner des envies. Moi, je pense qu'il faut ressortir quand même, pour moi, une bonne conférence, c'est quand ça donne envie de faire des choses. Et je pense que ce qui nous réunit aussi avec Pierre, c'est aussi l'envie de faire pour de vrai, et pas uniquement derrière des ordis. Certes, c'est une partie de notre travail, mais on a envie aussi d'être au contact du vrai. Donc voilà, j'ai un peu digressé sur la question, mais en tout cas, cette question du démarrage économique, etc., a été importante. Et quand on a pu arrêter de faire des 3D pour les autres archives, ça a été vraiment génial, parce que c'était quand même super l'enfer de bosser pour d'autres archives, faire des bâtiments sans intérêt, où les gars t'appellent au milieu de la nuit parce que la façade leur va pas. Alors c'était quand même, on a mangé notre pain noir. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qui était revenu, il existe
Très bonne question. Oui, l'asso existe toujours. Il y a, donc parmi les 5 à l'origine, c'est Nicolas Héninger qui est des 5 d'origine, qui est encore très très actif au sein d'Exist, et plein d'autres gens qui, comme dit, on était d'abord 5 à avoir créé ce collectif, ensuite 2 graphistes, puis musiciens, etc. C'est passé de 5 à 7, à 9, à 15, et puis à peu près 20, 25 sur le projet de Metavilla. Et donc il y a plein de gens qui sont qui sont beaucoup investis et qui sont beaucoup épanouis au travers de ce travail-là. Et donc ces mêmes gens continuent à développer des installs sous le nom d'Exist. Il y a Alex Romer notamment, qui est quelqu'un qu'on a rencontré dans le cadre d'une install qu'on a fait avec Exist en 2005 à Berlin, qui a rejoint le collectif et qui maintenant est aussi très porteur, très moteur. Christophe qui est là aussi est toujours très actif dans Exist. Oui, l'association continue, fait toujours des installations qui s'est beaucoup plus axée et recentrée sur les installations dans des territoires un peu délaissés et avec une vraie relation sociale aux habitants, un travail aussi toujours sur l'autoconstruction et sur la relation sociale et sur comment un dispositif architectural éphémère peut, dans une situation de ce type, créer du lien social, créer de la vie, créer des utopies urbaines et architecturales. Moi, je voulais juste rajouter une chose, je trouve qui est essentielle dans votre travail et dans beaucoup de travaux qu'on voit dans les collectifs assez jeunes aujourd'hui, qui ont moins de 10 ans, c'est le plaisir. En fait, l'atout principal, c'est le plaisir, c'est prendre du plaisir dans le boulot qu'on fait. Et je pense qu'on a rencontré un autre groupe que vous devriez faire venir aussi, qui s'appelle Silu, qui travaille sur un peu les mêmes principes. Et les premières, ils nous racontaient que les premières discussions qu'ils avaient, c'était de dire, bon, pourquoi on se fait ce métier? Et la première raison, c'est se faire plaisir. Et se donner les moyens de se faire plaisir. Silu, juste pour la petite histoire, on a travaillé avec eux sur le projet du restaurant. C'est eux qui nous ont fait tout le mobilier, enfin qui est une déclinaison du mobilier qu'ils ont fait pour les grandes tables du 104 à Paris. Et donc c'est vrai que c'est des gens dont on est très proche effectivement dans cette envie et dans ce plaisir partagé à faire. Après eux, effectivement, ils ont attaqué plus par... en fait, c'est une différence d'échelle. Très vite, on s'est confronté à des échelles assez importantes au milieu urbain en termes de dispositifs construits. Et eux, ils ont choisi la trajectoire du mobilier. Aussi en autoproduction, c'est des très bons faiseurs, des très bons fabricants. Ils ont de l'or dans les mains et ils fabriquent beaucoup de choses eux-mêmes, comme on a pu le faire. Et du coup, voilà, ils sont rentrés par le biais de l'immobilier, par des échelles beaucoup plus petites et qu'ils étendent ensuite de plus en plus à des projets d'envergure et d'échelle plus importantes. Oui, enfin bon, la notion de plaisir, oui, c'est la base. On la perd un peu dans les écoles d'art. On perd cette notion-là, on est de plus en plus dans la production. On sent dans les projets d'étudiants la perte du plaisir de faire, de l'invention, de prendre son pied dans ce qu'on fait. Et là, c'est bien ce genre de conférence parce qu'on sent que vous prenez votre pied dans ce que vous faites. C'est vrai qu'on se régale beaucoup. Après, effectivement, avec toutes les... confrontés aussi à d'autres types de difficultés, évidemment, comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est ce qui est moteur, et nous, c'est vraiment la question de Ah, pardon. Non, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même dans une situation, un contexte de société économique, d'enjeux écologiques, etc., où il y a tellement de choses à inventer, c'est hallucinant. Aujourd'hui, si avec une situation qui de toutes parts est prête à exploser, ou en train d'exploser, ou a déjà explosé, si on n'arrive pas, la notion de plaisir, elle est très très large, mais si on n'arrive pas, en tant que concepteur, en tant que jeune concepteur que vous êtes, que vous serez, etc., à trouver aussi des moyens d'exister et d'être dans cet univers-là, voilà, c'est... Bon, moi, je trouve que l'enjeu, il est vraiment celui-là. Et je pense qu'il y a vraiment des grosses barrières qu'il faut arriver à faire sauter encore, parce que c'est pas simple d'accéder à des commandes, parce que quand on sort de l'école, nous on est sortis à 23 ans, 24 ans, et quand on nous a dit qu'il faut attendre 45 ans, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 20 ans? Enfin, c'était l'horreur. Donc du coup on s'est dit ben non, on va pas attendre 45 ans de faire la première extension de véranda pour après peut-être faire à 55 ans le premier collège. Donc du coup,
moi j'ai envie vraiment d'encourager ces initiatives-là, ces recherches, ces stratégies. On a une autre, là on est en train de travailler un peu sur la notion de la différence entre la stratégie et la tactique. C'est hyper intéressant, il y a plein de théories, notamment de joueurs d'échecs, etc. On va pas en parler là, mais qui différencient la stratégie, en fait, c'est le comment, et la tactique, c'est le pourquoi du comment. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose de très, très intéressant de se dire pourquoi je fais ça et comment j'arrive à le faire. Et donc du coup, nous on est vraiment dans la logique de tactique, c'est-à-dire qu'on s'adapte à une situation, un échec, on essaie de le retourner. Quand on a un ABF qui nous demande quelque chose, en fait on lui fait autre chose, ou on sort un faux projet pour faire passer le vrai projet, etc. Et ça, je pense aussi qu'on a quand même pas mal appris de Patrick Bouchain là-dessus, parce que lui, l'architecture qu'il a réussi à faire, elle était vraiment inspirée de ça. Sauf que lui, il l'a fait à 50 ans, nous on n'avait pas envie d'attendre 50 ans, donc c'est un peu notre problématique. Mais moi je suis hyper enthousiaste et je crois beaucoup dans la jeunesse. Après, dans les écoles d'archi, il y a aussi il y a une lourdeur aussi certaine, le recrutement aussi a changé dans la façon dont on sélectionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire archi, donc vous avez de la chance d'avoir été pris a priori. Et que du coup il y a des profils qui sont de plus en plus formatés, où on prend plutôt des bons élèves, alors que nous on a pu peut-être avoir des choses plus variées. Voilà, donc après c'est la responsabilité de l'enseignement, des profs, etc. Mais c'est sûr qu'il faut, il y a plein de choses à faire, il faut que ça vous donne de l'énergie, ça c'est sûr. Et juste un dernier mot avant de vous retrouver à la cafette pour le punch et l'apéro offert. Quel est le plus gros conseil que vous pouvez nous donner? Conseil. Oui, c'est se faire plaisir. C'est exactement ça, c'est ce que trouver, être honnête par rapport à soi-même, savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, et puis s'écouter, se faire confiance et prendre cette direction-là. C'est se faire plaisir et s'écouter, ce qui est souvent assez difficile dans la société dans laquelle on est, où encore une fois, la profession et le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui fait tout pour nous spécialiser. Pour nous, c'est ce qui nous a dérangé, notamment à l'école d'architecture à Marne-la-Vallée, où c'était vraiment, ils produisaient des bons étudiants qui seront des bons potentiels candidats pour intégrer une agence, être des producteurs d'architecture, et pas des gens qui se posent des questions et qui osent et se permettent de se faire plaisir et de s'écouter. Donc faites-vous plaisir, écoutez-vous. Et moi je rajouterais la curiosité, parce que je pense que c'est vraiment la base de tout ce qui nous anime, sinon on tourne très vite en rond. Ensuite la façon dont vous vous comportez avec les gens, parce que ça aussi on est vraiment dans des métiers à la fois très techniques mais redoutablement et très énormément humains, à la fois dans les gens avec qui vous avez collaboré, que ce soit vos stagiaires, vos assistants, vos partenaires, etc., les entreprises sur le chantier, le client, etc. Donc ça aussi pour moi c'est vraiment une grosse attention à porter, et du coup aussi apporter une grande attention à la méthode que vous inventez, aux outils que vous développez pour faire vos projets. Parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ensuite, que vous fassiez une cuillère à café ou une tour à Dubaï, je pense que la méthode elle est pas si évidente. C'est super intéressant. Voilà.